Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. Le président malien Dioukunda Traoré a remercié François Hollande pour l'intervention de la France. L'aviation française a effectué des frappes aériennes contre les positions djihadistes. Les combats se concentrent dans le centre du pays. Un soldat français a perdu la vie, le lieutenant Damien Boiteux, pilote de l'armée de l'air. Le président de la République François Hollande a convoqué un conseil de défense cet après-midi. Une bonne partie de la nuit, les avions de chasse français ont poursuivi leur rotation au-dessus du Mali. Des Mirage 2000 qui décollent du Tchad. Ce sont les premières images de l'intervention française. Elles nous ont été fournies par le ministère de la Défense. Pour cette deuxième journée d'opération, les appareils français ont ciblé des hangars dans la ville de Konna. Hier, c'est une ligne de pick-up comme celle-ci que les frappes aériennes françaises avaient touchée. Les islamistes progressaient en colonne vers le sud lorsque des hélicoptères les ont visés. Au cours de cette mission, un appareil français a été abattu et un pilote touché par un tir dans la carlingue. Le lieutenant Boiteux du 4e RHC de Pau a été mortellement blessé. Il a été évacué vers la structure médicale la plus proche avant de succomber à ses blessures. Dans le même temps, plusieurs centaines de soldats français ont quitté N'Djamena au Tchad pour rejoindre Bamako. Appelés en renfort, ils doivent protéger la capitale malienne et assurer la sécurité des ressortissants français. Dans un premier temps, notre mission, c'est d'aller sur Bamako et d'arriver les premiers de façon à répondre concrètement à l'appel du président malien. Les gars, c'est pour nous! Impossible pour l'heure d'avoir un premier bilan des frappes. Joint par téléphone ce matin, un porte-parole islamiste affirme qu'elle n'altère en rien leur détermination. La France va sûrement payer le prix de cette décision. Nous ne sommes pas faibles. Des troupes africaines pourraient rejoindre l'opération en début de semaine prochaine. L'état d'urgence a été décrété au Mali. Nous sommes en ligne avec Philippe Hujon, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour. Pourquoi la France est-elle seule sur place ? Bien, écoutez, effectivement, elle agit dans le cadre de la légalité, de la légitimité internationale, après la décision du Conseil de sécurité, après la demande officielle du président Traoré. Ceci étant, effectivement, elle agit de manière bilatérale avec les forces maliennes qui sont relativement faibles. Elle l'a fait parce qu'il y avait urgence, parce qu'il y avait des risques effectivement de prise de villes du sud stratégiques, notamment Sévaré, et qui avait peut-être des risques également de descente des djihadistes vers le sud Mopti et au-delà Bamako. Et elle l'a fait parce que les troupes africaines n'étaient pas encore prêtes, mais il est évident qu'il faut impérativement que la France se retrouve appuyée par d'autres forces, les forces de la CEDEAO, et il en est prévu normalement 3300, et il y aura vraisemblablement très rapidement des hommes militaires qui viennent du Niger. Il faut également qu'il y ait un appui des Européens, c'est également prévu, et puis il faut un appui américain, je pense qu'il aura lieu, mais c'est vrai qu'actuellement la France se retrouve relativement isolée, ce qui n'est pas idéal, parce que c'est vrai que la France est l'ancienne puissance coloniale, et qu'elle est toujours considérée comme étant le gendarme de l'Afrique. Or, on n'est pas dans cette configuration, mais il ne faut pas, évidemment, qu'elle se retrouve isolée. Depuis combien de mois se prépare cette intervention ? L'intervention militaire se prépare depuis très longtemps. Par les services de renseignement, par des installations de forces spéciales, par tout ce qui était, disons, organisation militaire. Du côté français, les bases militaires n'existaient pas au Mali, mais il y avait autour, à Ouagadougou notamment et à N'Djamena, la possibilité de bases militaires ou de troupes. Il y avait donc tout ceci était tout à fait préparé dans les états-majors français. Par contre, ce qui a été beaucoup plus long et ce qui demeure beaucoup plus long, c'est des opérations des forces africaines qui auraient dû être, elles, être en première ligne, parce qu'il y a des questions de hiérarchie, il y a des questions d'organisation, il n'y a pas la même logistique, et donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup moins préparé. Je ne parle pas, hélas, de l'armée malienne qui reste largement très très faible et décomposée et très divisée. Alors comment combattre justement ces djihadistes et qui sont-ils ?
Écoutez, là dans le cas présent, c'est une action militaire qui bloque et qui interdit leur déplacement vers le sud, mais il est évident qu'une guerre contre des djihadistes ne se gagne pas uniquement d'un point de vue militaire, parce qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils ont des possibilités de se réfugier sous des tentes ou dans des grottes, et parce que de toute façon, le terreau de leur action, c'est à la fois le fanatisme religieux, mais c'est aussi les trafics de drogue, mais c'est aussi le fait que les jeunes ont très peu de perspectives d'emploi, de revenus. Donc l'action durable de lutte contre ces mouvements djihadistes, c'est évidemment des projets de développement, c'est des perspectives qui s'offrent aux jeunes. Mais dans l'immédiat, il est évident que l'action doit être militaire. Il y a la négociation qui est évidemment préférable. Il se trouve que la négociation avec Ansardine a largement échoué, alors qu'à un moment on avait pensé qu'elle pouvait avancer. Il y a encore des possibilités de faire quitter ces mouvements extrémistes de la part d'un certain nombre de jeunes si on leur donne des opportunités. Donc il faut à la fois avoir une action militaire, avoir une action humanitaire, parce qu'évidemment il y a des drames humains terribles dans ce cas, dans ces situations, mais il faut aussi avoir toujours en perspective des projets de développement qui peuvent ne pas être mis en place tout de suite, mais qui sont en termes d'effet d'annonce une perspective, notamment pour les populations. Alors je trouve de ce point de vue-là que notamment l'Union européenne est extrêmement faible, puisqu'on n'a pas vu de projet de reconstruction économique de cette zone présenté notamment par l'Union européenne. Merci beaucoup Philippe Hugon pour votre analyse. Merci d'avoir été en ligne avec nous sur France 24.